Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule de Géopolitique 101 avec mon collaborateur Jean-Claude Pomerleau. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le général français Dominique Delawarde qui va venir nous présenter un exposé qu'il a préparé spécialement pour nous, les 10 raisons de la victoire russe. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi le général. Mes devoirs, mon général. J'ai préparé à tout hasard un petit papier qui me donne les 10 raisons, selon moi, pour lesquelles la Russie de Poutine va l'emporter dans le bras de fer qui l'oppose aux USA et à l'OTAN. Alors la première raison pour moi, c'est que la Russie n'est pas seule. Elle s'est bâtie un réseau d'alliances fidèle et solide avec les BRICS et l'OCS depuis le bombardement de Belgrade en 1999. Alors, ce réseau d'alliances, il n'a pas été bâti comme ça en un jour. Hein. Il a fallu plus de 20 ans pour le bâtir. Et il a été bâti juste après l'humiliation du bombardement de Belgrade. La Russie s'est rendue compte, et la Chine aussi à l'époque, que l'Occident ne s'arrêterait pas au démembrement de l'ex-Yougoslavie, qu'il avancerait à l'Est et qu'un jour, tôt ou tard, le tour de la Russie, du démembrement de la Russie se poserait, le problème du démembrement de la Russie. Et donc, la Russie s'est préparée, elle s'est préparée sur deux plans, elle s'est préparée sur le plan militaire, bien sûr, en rebâtissant un outil militaire digne de ce nom, et puis elle s'est surtout préparée en bâtissant, en tissant un réseau d'alliances avec des pays puissants, la Chine, l'Inde, le Pakistan, des puissances nucléaires eurasiatiques pour la plupart. Donc, et puis, ils ont bâti également l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, dans les BRICS, il y avait également le Brésil. Hein. Donc, ce réseau d'alliances, c'est ce qui permet à la Russie non seulement de tenir aujourd'hui, mais d'avoir une économie qui tourne. Une économie ne pourrait pas survivre si la Russie n'avait pas de clients pour son gaz, son pétrole, mais aussi pour ses diverses productions, s'il n'avait pas d'échange avec l'extérieur, s'il n'avait pas des rentrées de ressources, de devises, un excédent commercial avec certains pays. Et c'est ce que la Russie a réussi à faire en 23 ans, hein, depuis le bombardement de Belgrade, c'est-à-dire à se donner une possibilité de réagir à d'éventuelles sanctions qui ont commencé très tôt. Hein. Les sanctions, elles ont commencé en 2014, il y a eu les premières sanctions, mais le démembrement de l'ex-Yougoslavie était en travers de la gorge de Poutine. Et Poutine est resté aux affaires pendant ces 20 ans. Et donc, ils ont construit un réseau d'alliances qui lui permettra et qui lui permet de tenir et qui lui permettra de gagner. C'est grâce à ce réseau d'alliances que la Russie va gagner. Et ce réseau d'alliances, il est aujourd'hui en forte croissance. C'est-à-dire qu'un nombre important de pays non négligeables frappe à la porte des BRICS. On y trouve l'Arabie Saoudite, on y trouve l'Indonésie, on y trouve l'Iran, bien sûr, hein, qui n'est pas encore BRICS, qui est dans l'Organisation de coopération de Shanghai, mais qui demande à participer aux BRICS. On y trouve l'Argentine, on y trouve même dans les pays intéressés le Mexique. Donc, ce n'est pas des petits pays, tout ça. Et ces pays-là, qui n'ont pas sanctionné, aucun d'entre eux n'a posé la moindre sanction à la Russie. On y trouve aussi l'Algérie, le plus grand pays par la surface, bien sûr, de toute l'Afrique. Voilà ce qu'on y trouve. Hein. Donc, c'est grâce à la première raison donc, de la victoire de la Russie, c'est que l'Occident n'a jamais réussi à isoler la Russie. Bon, qu'en pense mon camarade Jean-Claude Pomerleau. Ben, c'est exactement ça. C'est que le conflit militaire qui a été provoqué, c'était en fait pour déclarer une guerre économique à la Russie. Et je ne comprends pas que les gens qui sont en charge de prendre des décisions stratégiques
qui ont cette conséquence-là, n'aient pas pu analyser cette situation-là. On peut se demander jusqu'à quel point ils n'ont pas intériorisé leur propre propagande et qu'ils n'ont pas été capables d'apprécier correctement la réalité. Et puis donc, ce qui va arriver, c'est que peu importe l'issue du conflit militaire, c'est que la guerre économique va se poursuivre. Et puis, c'est ce qui va mener au basculement du monde. Parce que là, ce qui est en cause, c'est le statut du dollar comme monnaie de réserve, comme unité de compte à l'international. Et donc, là, on a un conflit entre une puissance qui est financiarisée et de l'autre côté, une puissance qui s'appuie sur l'économie réelle, les énergies, les ressources, puissance manufacturière et tout. Et on est dans un contexte international où les gens, on en plein dans le Sud, le Grand Sud, en ont plein la casquette de la domination américaine. Et là, ils voient se structurer un écosystème financier, politique, militaire en Eurasie. Et donc, un endroit où ils pourraient se mettre à l'abri pour rétablir un peu de leur souveraineté et prendre une distance par rapport aux contraintes de ce système-là. Alors donc, on a aujourd'hui un temps fort dans cette progression-là. C'est la visite du président chinois à Moscou qui vient d'annoncer que nous sommes dans un basculement du monde et que c'est irréversible. Alors. Oui. Donc, on va passer à la deuxième raison, puisqu'il y en a 10. Pour moi, la Russie est dirigée par un homme entouré d'une équipe compétente et très expérimentée. Poutine, Lavrov, Shoigu, Gerasimov, ce sont des gens qui sont au pouvoir et à leur poste depuis plus de 20 ans, qui ont vu et connu toutes les turpitudes de l'Occident global tel qu'il se présente, de l'OTAN. Ils ont tout vu, tout vécu. Et ces gens-là sont des gens rationnels, joueurs d'échecs pour Poutine ou en tout cas judokas, qui anticipent sur la quasi-totalité de ce qu'on peut leur faire comme méchanceté, on va dire, alors que l'Occident, lui, en face de cette équipe compétente qui dirige, et très expérimentée qui dirige la Russie, l'Occident est dirigé par des amateurs. Des amateurs qui ont très peu d'expérience, hein, ce sont des gens, Sunak, il est au pouvoir depuis quelques mois, il y a eu 3 ou 4 ministres qui se sont succédés au Royaume-Uni. Bon, Trudeau est un des plus anciens dans la boutique. Macron, il a 5 ans de. Ça n'a rien à voir avec les 20 ans de Poutine ou de Lavrov. Donc, les amateurs occidentaux ont trop tendance à faire dans l'improvisation et à croire dans leur communication, donc à s'auto-suggestionner, à prendre leur désir pour des réalités, plutôt que de regarder les résultats de terrain et la réalité. Donc, ils sont déconnectés des réalités et c'est pour ça qu'ils vont perdre. C'est parce que ceux qui réfléchissent davantage et qui sont plus expérimentés vont leur mettre une petite correction, on va dire. Donc, la Russie l'emportera aussi en raison de son encadrement et de sa gouvernance. Voilà. Oui. Jean-Claude, on surveille ça depuis longtemps, nous autres. Oui, c'est ça. Moi, je résumerais le général par un autre général. C'est De Gaulle qui disait « Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors de la réalité. » Oui. C'est ça. Pour moi, la Russie est unie derrière son chef. À plus de 80%, la Russie est unie. Bon, on dira que ce n'est pas 100%, mais c'est 80%. Aucun chef d'État occidental ne peut se targuer d'avoir derrière lui 80% de sa population. Donc, ce n'est pas du tout le cas en Occident. Hein. Aujourd'hui, on le voit avec les innombrables mouvements sociaux et anti-guerre qui agitent
le camp occidental. Comme le disait le capitaine Place tout à l'heure, c'est même à l'intérieur de l'Occident otanien, il n'y a pas consensus sur tout ce qui se passe en Ukraine. Donc, ça sera extrêmement difficile de l'emporter dans ces conditions-là. C'est encore un avantage pour le camp de la Russie et de son président Poutine. Jean-Claude. Oui, ça soulève la question de la démocratie et on nous dit, voilà, ce sont des dictateurs, nous sommes la démocratie. Mais en fait, la démocratie réelle et la démocratie formelle, c'est deux choses différentes. La démocratie formelle de type libéral, c'est une chose, mais la démocratie réelle, c'est l'adhésion du peuple à une proposition de politique d'État. Alors là, on voit les résultats, là. Quelle démocratie, la question que je pose, quelle démocratie y a-t-il quand les médias sont concentrés entre les mains d'une poignée de milliardaires qui décident ce qui est la vérité, ce qui ne l'est pas, et qui manipulent les opinions et qui les amènent à penser ou à élire tel ou tel homme politique et qui détruit, le cas échéant, l'homme politique qui pourrait convenir à la situation, mais qui ne convient pas aux intérêts particuliers de ces milliardaires. Alors, les milliardaires, ils existent bien sûr aux États-Unis. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. 750 milliardaires aux États-Unis qui font la pluie et le beau temps et qui sont évidemment très nombreux dans le deep state. Je ne dis pas que tous les milliardaires sont à classer dans les gens du deep state. Mais le deep state est largement soutenu par les milliardaires américains qui font élire les présidents et qui détruisent, et parce qu'ils tiennent les médias, Ils tenaient même les réseaux sociaux, pas seulement les médias, mais ils tiennent Google, ils tiennent Facebook, ils tenaient Twitter avant que Elon Musk s'en empare. Donc, quelle démocratie y a-t-il quand la manipulation atteint ces degrés-là? Il y a encore un dernier point sur cette affaire de russophobie et de poutinophobie, c'est que lorsqu'on lit les 10 principes de la propagande de guerre d'Anne Morelli, l'un des principes, je crois le deuxième, ou peut-être le deuxième, je crois, deuxième principe, dit que le chef du camp adverse a toujours le visage du diable. Il faut le diaboliser. Alors, l'Occident, dans la diabolisation, on a été fort. On a diabolisé qui? On a diabolisé Kadhafi, on a diabolisé Bachar el-Assad, on a diabolisé les Iraniens, enfin le chef de l'État iranien. On a diabolisé à chaque fois l'adversaire. L'adversaire, c'est l'horreur. Et bien sûr, quand Poutine entre en guerre, on diabolise Poutine. L'adversaire, le chef du camp adverse, a le visage du diable. Et c'est ce qu'elle dit, Anne Morelli. Et donc, il est tout à fait normal, dans le cadre de la propagande de guerre, de diaboliser Poutine, évidemment. Et de mettre à sa charge tout un tas de choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites, d'ailleurs. Les trois quarts du temps, c'est plutôt qu'il. Mais c'est pas grave. On y va. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. J'aimerais dire, concernant ce qui est convenu, c'est-à-dire que la Russie aurait perdu la guerre de communication, mais cette communication-là, c'est là où ça s'est joué, c'est dans un monde captif des médias anglo-saxons. À l'échelle du monde, la Russie tient une position claire pour le Grand Sud et eux, ils adhèrent. Et à ce niveau-là, la guerre des communications est gagnée par la Russie. Ah, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là, c'est clair et net. C'est, au niveau mondial, si on avait réussi notre guerre de la communication, on n'aurait pas autant de gens dans le camp du mal absolu, dans le camp du diable absolu, Poutine. Non, on n'aurait pas autant de monde. Donc, la guerre de communication en Afrique, c'est clair, elle a été gagnée par Poutine. Quand on voit comment notre président se fait jeter d'Afrique, bon, on a compris qui a gagné la guerre de la communication. En tout cas, pas le président français. Il n'a rien gagné du tout. Là. Ça, c'est clair et net.
Alors, le quatrième point pour lequel c'est la Russie qui va l'emporter, c'est que sur le plan militaire, la Russie n'a engagé qu'une infime partie de ses moyens, en personnel et en matériel. Elle est en plus aujourd'hui capable de fabriquer les armes, les missiles et les munitions dont elle a besoin pour cette opération. En face, les Ukrainiens dépendent du soutien occidental qui a atteint ses limites. La Russie, si elle le voulait, pourrait accélérer le rythme si elle le souhaitait vraiment, hein. Mais le temps joue aujourd'hui en sa faveur en plongeant les économies occidentales, parce que c'est par l'économie que la guerre sera gagnée, en faisant plonger progressivement les économies occidentales. La Russie, donc, gagne à prendre son temps en Ukraine. Et c'est ce qu'elle fait. Je n'envisage pas de négociations fructueuses avant l'été, ou en tout cas de paix signée avant l'été 2024, au plus tôt. Le temps que les Occidentaux passent encore un hiver inconfortable avec le froid, les approvisionnements en gaz, l'inflation, la récession. Et là, on va commencer à voir les Occidentaux se mettre à phosphorer pour trouver rapidement une solution pour sortir de l'impasse. Voilà, donc sur le plan militaire, la Russie a encore beaucoup de ressources. Mobiliser 300 000 hommes, c'est ce qu'elle a fait. C'est rien du tout par rapport à ce dont elle peut disposer. Et c'est pareil pour ce qui concerne les chars. Elle a encore des ressources inimaginables. Ça s'appelle la mobilisation. La mobilisation, on sort des matériels qui sont sous cocon et on les fait démarrer et on part. Mon général, nous, on surveille le cadran de la douleur que Poutine possède en ce moment, qui peut continuer d'accentuer. Vas-y, Jean-Claude. C'est ça. Oui, dans l'autre main, il y a l'horloge. Oui, d'une main, il y a le cadran, puis de l'autre main, il y a l'horloge aussi qui joue avec lui. Oui, l'horloge. Mais l'horloge joue avec lui. Oui. Elle joue pas contre lui. Il y a des tas de gens qui disent plus le temps passe, plus la Russie va sentir les douleurs. Mais attends. Aujourd'hui, qui est-ce qui sent les douleurs qui est en récession, qui est en etc. Hein, qui est en inflation, qui est en train de quelles banques sont en train de tomber, quelles banques sont en train de perdre une grosse partie de leurs actifs. Où est la panique? Elle est en Occident avec panique bancaire, économique, ou elle est en Russie? Moi, je sens aujourd'hui une certaine sérénité en Russie. Bon, c'est triste à dire, mais il y a eu une erreur de casting. Hein, nos dirigeants n'ont pas réalisé l'ampleur de. Bon, le cinquième point, c'est la Russie aujourd'hui dispose d'une avance technologique majeure dans le secteur clé des vecteurs nucléaires ou autres, hein, des vecteurs de toute nature, les missiles, avec l'hypersonique, avec ce qu'ils ont réalisé également en missiles sous-marins. Donc, ils ont un avantage qui a été présenté il y a déjà 5 ans. Alors, je ne dis pas que les Américains ne réussiront pas à mettre en œuvre les mêmes moyens, mais pas tout de suite. Pour l'instant, la Russie a 4 ou 5 ans d'avance et ça lui suffit amplement pour terminer l'affaire de l'Ukraine, qui est dans 5 ans, on n'en parlera plus beaucoup. Jean-Claude. Oui, alors exactement. Parce qu'il y a une période opportune pour que la Russie puisse se braquer complètement contre l'OTAN. Et ça, c'est dû au fait des hypermissiles. Ces hypermissiles-là qui font que l'OTAN ne peut pas s'engager dans une guerre de haute intensité en Europe. La Russie dispose d'une grande profondeur stratégique. Bon, ça c'est évident. Hein. La dimension du territoire russe, il y a beaucoup moins de concentration de grandes agglomérations, de concentration d'installations militaires ou autres qui peut y avoir aux États-Unis ou en Europe. Et donc, ça donne un avantage pour recevoir, le cas échéant, une première frappe
nucléaire, le cas échéant, hein, en direct. L'Europe a quasiment pas de profondeur stratégique, hein, ou peu, et les populations y sont beaucoup plus concentrées que sur le territoire, l'immense territoire russe. Et donc, ça donne un avantage, là encore, la profondeur stratégique donne un avantage à la Russie. Le 7e point qui donne un avantage énorme à la Russie, c'est que son adversaire otanien n'a ni les moyens, ni l'entraînement, ni les effectifs disponibles, ni les munitions, ni les réserves, ni le temps et l'outil industriel pour produire rapidement des munitions et des matériels, ni la volonté de s'engager dans un conflit qu'ils sont quasiment assurés de perdre. L'Occident otanien est incapable de produire des munitions à 30 États plus rapidement que son adversaire russe. Et donc ça, c'est un avantage incontestable à la Russie qui est capable, au fur et à mesure de la guerre, de produire ce dont elle a besoin. En temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les obus arrivent, et les obus arrivent dans une proportion qui est de 10 contre 1. Quoi. Donc là, c'est terminé. Hein. L'OTAN arrive au bout de ses capacités, ils ne peuvent pas donner des choses qu'ils n'ont pas, et donc, tôt ou tard, on va arriver dans l'absence de soutien. On ne pourra plus soutenir. Voilà. OK, points 7 et 8, ça se traduit sur le terrain par l'opération de profondeur par rapport à l'armée ukrainienne qui est dans une logique de blitzkrieg puis de tenir des positions jusqu'au sacrifice ultime. Alors, le point 8 maintenant. Je pense que l'Occident otanien n'a pas fait ce qu'il fallait pour soutenir correctement l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas concentré son action de soutien en soutenant massivement et tout de suite l'Ukraine par peur de s'engager dans l'apocalypse. Donc le soutien est arrivé petit à petit, à dose homéopathique, etc. Et ça ne va pas pour être efficace. Ce soutien est donc détruit progressivement au fur et à mesure de son arrivée par des Russes qui ne se privent pas de ce plaisir, hein, de détruire tout ce qu'on amène à dose homéopathique. Donc on n'a jamais été capable de donner le coup de poing qu'il aurait fallu peut-être pour déstabiliser l'adversaire. Rien, non. Petit à petit, un char par-ci, 10 chars par-là, etc. Bon, ça ne rime strictement à rien. Et l'aide qu'on a apportée à l'Ukraine n'a fait que durer un tout petit peu et encore le conflit. Hein, mais là encore, la Russie prend son temps, détruit au fur et à mesure de leur arrivée tout ce qu'on peut donner à l'Ukraine et on est ramené au problème précédent avec un Occident qui se désarme, qui continue à se désarmer sans être capable de produire de nouvelles armes. Et ça, mon général, au prix des vies humaines ukrainiennes. Jean-Claude. Oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Donc, cet écart-là dans la capacité d'escalade, à un moment donné, la question va se poser, est-ce que l'OTAN doit intervenir directement? Et on comprend qu'il n'y a pas aucun État européen qui le souhaite, même pas la Pologne. Et là, il y a seulement Zelensky qui cherche à vouloir activer l'article 5 pour les faire intervenir pour sauver sa peau. Maintenant, on s'en va vers, j'écoutais le colonel McGregor il y a quelques jours dire que finalement, ils vont arriver à une situation où ça va être une reddition au terme voulu par Poutine. Là, on arrive au 9e point. Hein. Le 9e point qui est à l'avantage de la Russie, hein, c'est sur le plan économique. La Russie a préparé son affaire depuis le bombardement de Belgrade.
et encore plus depuis le coup d'État de Maïdan. Ça veut dire qu'elle n'improvise pas, la Russie. Elle a préparé son affaire. Elle n'a pas de dette. Elle s'est débarrassée de ses bons dollars. Elle a donc des capacités d'emprunt et des créanciers potentiels. La Chine, l'Inde et d'autres, tous ses amis. Une économie désormais tournée vers ses alliés asiatiques, africains et sud-américains. Donc son économie souffre beaucoup moins que les nôtres, soumise aux effets boomerang des sanctions. Affaiblie par la mauvaise et très coûteuse gestion de la crise Covid, par l'immensité de la dette, par la récession, l'inflation, par des créanciers de plus en plus méfiants qui se débarrassent des bons du Trésor, US et européens, les économies occidentales sont plus proches de l'effondrement que l'économie russe. Et c'est ça qui va être déterminant. Les dernières faillites bancaires observées aux USA et celles qui ne manqueront pas d'advenir devraient inciter les gouvernances occidentales à la prudence et non au jusqu'au-boutisme. Alors, il y aurait, selon les experts, 186 banques occidentales et plus particulièrement US qui seraient en danger imminent de faillite. C'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose sur le plan financier, sur le plan boursier, sur le plan économique. Les économies occidentales ne vont pas bien et elles iront encore moins bien demain. Alors, une chose aussi à souligner, je le répète sans arrêt, c'est que l'Occident économique est en déclin. Les USA faisaient, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, 50% du PIB mondial à eux seuls. 50% du PIB mondial. En parité de pouvoir d'achat, en 1990, ils ne faisaient plus que 19%. L'Union européenne faisait alors 25%. Donc, Union européenne plus USA, faisait 44%, quelque chose comme ça, à très peu près, en 1990. Aujourd'hui, Union européenne plus USA est de l'ordre de 30% du PIB mondial. 30%. Mais, et il continue de descendre, alors que les 5 pays devenus BRICS en 2001, en 1990, ces 5 pays faisaient 16% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils ont passé, en parité de pouvoir d'achat, ils ont passé les pays de l'OTAN, les 30 pays de l'OTAN. Ils ont passé, les 5 pays BRICS ont passé, l'Union européenne, donc les 30 pays de l'OTAN, l'Union européenne plus les 2 pays américains, nord-américains, donc qui font 30% pour l'Amérique du Nord et l'Union européenne, et 31%. Donc la bascule a eu lieu. 31% pour les BRICS, et donc la bascule économique a eu lieu. Elle n'est pas pour demain, elle n'est pas pour l'année prochaine, elle a eu lieu hier. Elle a eu lieu. Et aujourd'hui, la dynamique est en faveur des BRICS, le déclin est au détriment des Occidentaux, ça c'est ce qu'on observe chaque jour dans les données, et donc c'est terminé. On ne se rétablira pas et l'Occident global ne reprendra pas le dessus sur ces pays qui veulent s'émanciper et vivre enfin en dehors de la tyrannie occidentale, des sanctions permanentes. Donc ça, c'est terminé. Oui, bon, alors sur les deux thèmes, le conflit militaire, le conflit économique, concernant le conflit militaire, à la conférence de Munich le mois passé, les Européens ont découvert qu'ils devaient se mettre en mode économie de guerre. Alors, c'est un petit peu en retard sur la parade, là. OK? Dans le cas de la guerre économique, les BRICS, on peut dire c'est la pierre angulaire, ces briques-là, du nouveau système qui va apparaître. Et on a vu que dans le cas du Moyen-Orient, ça a un impact parce que
les pays qui veulent rentrer dans les BRICS, et maintenant, il y en a plus que deux douzaines, bien, entre autres, l'Arabie saoudite et l'Iran, se sont fait dire vous devez laisser vos conflits à la porte. Et puis, c'est ce qui a permis aux Chinois d'être les courtiers de la paix, et ça finit pas là. Et il va y avoir un moment fort qui va apparaître au mois d'août, au moment où les BRICS vont se réunir en Afrique du Sud, et là, qui vont faire apparaître l'unité de compte internationale remplaçant le dollar US. Ah oui, ça va être important au mois d'août, ça, au côté monétaire international. Mm. Oui, ben, c'est la question des valeurs. Le problème, c'est que les valeurs mondialistes des gouvernances d'un Occident en déclin font de moins en moins recette sur la planète. Hein. Le prosélytisme pour le wokisme, pour les LGBT++++, tout ça, ça ne marche pas dans le monde en développement et dans le monde déjà un peu largement développé comme la Chine, comme l'Inde, etc. Donc la Russie est de plus en plus perçue au niveau planétaire comme le champion des valeurs traditionnelles et religieuses, champion des valeurs de la famille. Et elle a donc de plus en plus d'adeptes. Et c'est pour ça qu'elle l'emportera. Parce que non seulement elle n'est pas isolée, mais elle fait des disciples. Elle a de plus en plus de soutien, et pas de moins en moins. Et c'est l'Occident qui perd ses soutiens au fur et à mesure, avec des valeurs qu'elle croyait avant-garde et qui en fait se révèlent des valeurs qui ne prennent pas dans le monde tel qu'on le voit, quoi, dans la majorité des pays de la planète. Voilà. Jean-Claude. Ben oui, c'est ça. Ça, c'était le soft power américain, là. À l'époque du Coca-Cola et de l'hamburger, tout allait bien, mais derrière ça, il y avait la parade gay, puis il y avait les enfants qu'on pouvait faire transformer le sexe, etc., qui avaient été bloqueurs de puberté. Et ça fait moins recette, comme le dit le général. Et puis, il y a un retour au sens de la Terre, parce que là, il y a le bloc continental qui sont enracinés et qui produisent un conservatisme. Et ça, dans les pays du Grand Sud, ils sont encore dans cette lecture-là de la civilisation, eux. Donc, ils ne sont pas dans la décadence complète. Alors donc, il y a un réalignement de ce côté-là, puis c'est une tendance très lourde, là, parce que c'est enraciné sur les sols. Oui, alors je suis évidemment d'accord. Et pour moi, pour nous tous ici, qui sommes sur cette chaîne à la fois souverainiste et chrétienne, c'est le point essentiel. Il est évident qu'il faut replacer l'éthique au cœur de la refonte de nos sociétés. Et la Russie va nous permettre, la Russie peut-être, d'une certaine manière, en fait, sauver. Alors moi, je ne parle pas de valeurs, parce que les valeurs auxquelles se réfèrent ces gens-là sont avant tout boursières. Et à mesure que les valeurs boursières déclinent, en même temps, les fausses valeurs, moi je parle de vertus. Nous, on a des vertus. Et je pense qu'il faut parler de vertus par opposition à ce mot qui est complètement galvaudé. Et donc, nous, on a des vertus chrétiennes. Et la Russie porte ces vertus. Et donc, si nous ne disparaissons pas complètement un jour, ce sera précisément parce que la Russie aura rétabli nos vertus et qu'elle nous permettra peut-être de survivre. Donc, effectivement, je pense que la Russie mobilise autour d'elle pour ces raisons-là. Les fausses valeurs ne faisant pas recette. Elles sont d'ailleurs faites uniquement pour diviser, pour détruire, pour ramener l'individualisme, etc. Donc, au final, je pense que il y avait dans la conférence que j'avais faite au premier forum de Chisinau, j'avais utilisé la devise des parachutistes. Les parachutistes russes ont une devise qui dit Nikto kromie nas. Après nous, il n'y a plus rien. Après nous, il n'y a plus de recours. Eh bien, j'avais changé ça. J'avais dit Nikto kromie Rossii. Après la Russie, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est le dernier rempart.
C'est la dernière citadelle. Si la Russie s'effondre, parce que ils sont quand même européens, il y a une Russie d'Europe, même s'ils s'étendent jusqu'au fin fond de la Sibérie, hein, même s'ils ont une mosaïque de peuples. La Russie d'Europe, elle est effectivement européenne et elle a des valeurs chrétiennes, des vertus chrétiennes. Et donc, en fait, si un jour on est sauvé, justement, ce sera parce que la Russie, c'est le dernier rempart, la dernière citadelle. Merci, capitaine. Merci pour tout. Alors, c'est ce qui va mettre fin à l'émission. Général Delavoye, je vais juste aussi donner un dernier mot à Jean-Claude. Jean-Claude. Oui, ben, justement, j'aurais une question pour conclure au général. J'aimerais faire une citation de Henri IV au Parlement de Rouen en 1597. Il disait « Il n'est d'irrémédiable que la perte de l'État ». Alors donc, présentement, la France, complètement vassalisée, est-ce qu'elle peut rétablir sa souveraineté d'État? Est-ce que, finalement, Poutine n'est pas en train de les pousser à répondre à cette question-là? Ça sera, de mon point de vue, très, très difficile de rétablir une souveraineté totale. Hein. Ça passerait d'abord par la mise à la porte des équipes dirigeantes d'aujourd'hui, hein, qui sont notoirement, dans toute l'Europe d'ailleurs, hein, pas seulement en France, hein, qui sont notoirement sous contrôle des néoconservateurs américains, parce qu'on a nos néoconservateurs français, il y a les néoconservateurs allemands, ils ont tous fait les mêmes écoles, hein, ils s'entendent comme leur enfoire. Il y a une espèce de transnationalité du néoconservatisme qui fait que ça va être extrêmement difficile. Et pour ça, il faudrait que les peuples se remuent un peu, mais les peuples, ils ont été tellement abétis et manipulés par les médias mainstream, hein, qui sont aux ordres de ceux qui les payent, hein, et qui les contrôlent. Donc, je ne vois pas de retour à la souveraineté nationale avant très longtemps. Et un des intervenants le disait, si un homme providentiel se présentait, les médias, rassurez-vous, feraient tout le nécessaire pour lui tailler les costards qui vont bien, hein, et faire en sorte qu'il ne soit jamais élu. Hein, donc, ils se coaliseraient comme ils l'ont fait dans les élections américaines. Hein. On a vu cette coalition médiatique, ou comme l'ont fait les médias dans l'élection française de 2016, je crois, celle de la première élection de M. Macron en 2017, je crois. 2017, mai 2017. Il y a eu une coalition médiatique qui a été tout simplement jamais inédite dans l'histoire de France. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein. Autant de médias, tous unis derrière le même drapeau. Bon, ça mais tout le monde le sait en France. Hein. Tout le monde le sait, mais enfin bon, il n'empêche que ça a un effet quand même, hein, sur les populations. Et les populations, bon, il y a quand même un paquet de gens qui n'ont pas les capacités forcément de s'informer correctement, d'aller voir ailleurs, hein, qui gobent du BFM TV, du LCI ou du France Intox à longueur de journée. Et donc, on ne voit pas comment ces gens-là pourraient, à un moment ou à un autre, imposer aux dirigeants de retrouver la souveraineté du pays. Donc, je suis extrêmement pessimiste sur l'avenir de l'Europe d'abord, hein, et qui va continuer son déclin, qui est entamé depuis, on l'a dit, depuis très longtemps, hein, et déclin qui passe par le déclin économique, hein, surtout. Et puis, bon, voilà, on est des pays en voie de sous-développement, enfin, et d'autres pays vont nous remplacer, hein, pour prendre les bonnes parts du gâteau. Alors, ça prendra un peu de temps, mais c'est inexorable. Actuellement, je vois mal. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un sursaut. Je ne vois pas. Jean-Claude? Oui. Alors, Jean-Claude? Bon, mais je n'ai rien d'autre à dire. Oui. Là, oui. Oui, donc je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, en fait, ça va aller beaucoup plus vite
que Le déclin, oui. L'effondrement, oui. l'effondrement va se produire de façon brutale et inexorable. Et nous allons tous souffrir. Oui. Et finalement, nous souffrirons pas forcément de la guerre, sauf si ça prend justement parce que ça peut effectivement, la bête blessée peut effectivement avoir un sursaut désespéré. Et on est dans une logique peut-être nihiliste, suicidaire, qui peut conduire des gens qui verront leur fortune transformée en billets de Monopoly aux dernières extrémités. Et là, je pense que pour conjurer le sort, parce qu'en fait, ce que nous faisons actuellement, tous ensemble, là, c'est qu'on essaie de conjurer le sort, c'est-à-dire d'empêcher que le pire se produise. On nous dit toujours chez nous, le pire n'est jamais certain, ce qui n'est pas faux. Quand on s'est pris une bombe de 10 mégatonnes sur le coin de la figure, on peut se réjouir parce que ça aurait pu être 40 mégatonnes. Bon, alors on peut raisonner comme ça. Dans l'armée américaine, ils font le contraire. Les officiers qui sont formés à West Point, on les habitue à envisager le pire. Donc, même si le pire chez nous n'est jamais certain. Donc, je pense que, et nous, notre rôle, c'est précisément de conjurer le sort, c'est d'éviter le pire. Et notre rôle en tant que médias de réinformation, nous faisons notre part. Nous amenons notre pierre à l'édifice avec, je l'espère, d'abord des valeurs, enfin des vertus, j'en parlais tout à l'heure, mais également avec modestie, humilité. Il ne s'agit pas de croire qu'il faut être puissant pour y arriver. Au contraire, de petits médias dans une lutte qui est effectivement asymétrique. De petits médias peuvent avoir autant d'importance que des grands médias, même plus, parce que la vérité a de longues jambes, alors que le mensonge a de courtes pattes. La vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Et surtout, la plume, ça c'est un proverbe chinois, la plume tire plus loin que le canon. Voilà. Et ça c'est ce que nous faisons. Merci. Merci, capitaine. Alors, Général Delaware, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour notre radio, pour le Québec, bien sûr. À toutes les fois qu'il y a un général qui passe au Québec, ça nous donne toujours un peu d'espoir et vous avez contribué à ça aujourd'hui. Jean-Claude. Depuis mon calme. Oui, merci Jean-Claude. Beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup, parce qu'on est là à essayer de faire apparaître un peu de réalité dans ce brouillard de guerre-là, parce que c'est de ce côté-là qu'il y a un espoir de mettre fin à la tragédie humaine qui se déroule présentement en Ukraine et qui pourrait s'étendre. Merci, Jean-Claude. Monsieur, mon général, les derniers mots. J'envisage d'aller j'irai au Québec cette année si je me fais pas arrêter à l'aéroport et embastillé pour des raisons d'opposition au mondialisme et à la gouvernance canadienne du moment. Donc il faut bien dire qu'elle est mondialiste. Mais la précédente l'était aussi. Stephen Harper n'était pas meilleur que sur ce plan-là. Il était tout aussi néoconservateur que l'est aujourd'hui Justin Trudeau. Le néoconservatisme, c'est bipartisan. C'est pas la gauche ou la droite. C'est aux États-Unis, il y a autant de néoconservateurs républicains que de néoconservateurs démocrates. Et il y a des patriotes dans les deux camps aussi. Mais donc c'est pas des valeurs, c'est pas des partis politiques. Mais là, on peut dire que Justin Trudeau est certainement un néoconservateur pur et dur, enfin un bon élève, je veux dire. Il n'est pas si dur que ça. Il ne peut pas être plus dur que ses moyens le lui permettent. Et ses moyens ne sont pas considérables, mais il est un bon élève de la classe atlantiste. Moi, je dirais que M. Justin Trudeau a réussi ce tour de force de faire du Canada un petit pays. Oui, c'est vrai que le Canada avait du temps où il avait une politique étrangère équilibrée, balancée. Il était écouté. Un peu comme la France, quand on était souverain encore. Mais à partir du moment où on est vassalisé à l'égard des USA, plus personne ne prend son temps à nous écouter. Ils écoutent directement le grand patron, c'est-à-dire les États-Unis, et puis le reste,
C'est tout pour aujourd'hui, Jean-Claude? Oui, oui, on va se reparler. Merci, Jean-Claude. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.